Pas de soucis pour parler vrai, mais j'aurais peut-être plus de soucis pour parler... Bien. Ouais, c'est ça. Et si tu avais la possibilité de voir Bertrand Glise de ton enfance et lui dire un truc. C'est difficile de parler parce qu'en fait, la langue, quand elle bouge, tu la sens plus, quoi. Oui, c'est dur. C'est compliqué. Hein. C'est dur. El desafío de la estimulación cerebral no invasiva. Chin. Bonjour à tous et bienvenue dans Hit Clinic, le podcast où on parle de santé en mangeant des piments. Je m'appelle Virgile Pinelli et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir avec moi comme invité le professeur Bertrand Glise. Salut Bertrand. Salut, ça va? Moi ça va, et toi? Ouais, pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Voilà. Tu connais le concept de l'émission, on va faire des questions, on va parler de santé, on va parler d'enseignement et en même temps on va manger des sauces piquantes qui vont aller de 1700 jusqu'à 1 million de Scoville, l'échelle de Scoville qui est l'échelle de la piquance. T'es à l'aise avec ça? On va... pour l'instant, oui, mais peut-être que là, je serai pas à l'aise, ou alors, ça se trouve, j'aurai un coup de cœur. Hein. On verra. On verra. Réponse dans pas très longtemps. Ouais. Toi Bertrand, du coup, t'as 40 ans, t'es médecin, t'es professeur des universités à la fac de médecine de Bordeaux, t'es chercheur et tu rentres tout juste du Mexique où t'as fait une conférence, t'as été invité à parler d'un sujet qui te tient à cœur qui est l'aphasie. Alors, on a parlé d'aphasie, ouais, on a parlé pas mal de recherches, on a parlé de nouvelles technologies aussi, notamment de nouveaux matériels pour peut-être l'avenir de la rééducation et de la neurologie, à savoir implanter directement dans le cerveau pour aller capter le signal directement in situ de manière assez facile et ensuite en faire... voir ce qu'on en fera, on verra, on parlera un peu de ça dans l'aphasie tout à l'heure, etc. On va parler de ça. Alors tu vas voir, ça se passe d'une manière très simple, je te montre le process. Ouais. Tu prends une sauce, dans l'ordre, on commence à 1700 avec une sauce à la myrtille. Tu t'en fais un petit point, Allez, tu vois. et je trempe. On trempera. Dedans. Si jamais tu as besoin, on a ici un verre d'eau, un verre de lait qui sera sûrement un peu plus utile parce que la capsaïcine, elle est liposoluble, donc Bien le sûr. verre d'eau, il servira pas à grand-chose. Du miel, de la crème chantilly et quand on arrivera vers la fin, on pourra, mais t'as le droit avant, utiliser la crème de coco. Ok. Ouais. T'es prêt? Donc ça va être un petit peu nos choses pour nous sauver. Exactement. Donc, Première sauce, allez, à la tienne, chin. chin. Ouais, c'est cool ça. C'est sympa. Ouais. Dans la communauté médicale, toi, tu es connu pour tes travaux sur l'aphasie. Moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je pensais connaître un petit peu l'affaire et je vois un de tes topos aux entretiens de Garches dans lequel tu expliques en direct que aujourd'hui, c'est ce qui cause le plus d'altération de la qualité de vie. Ouais. Et je me rends compte que du coup, j'y connais pas tant que ça. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est l'aphasie? Alors l'aphasie, c'est un trouble du langage, oral ou écrit, dans les suites d'une lésion cérébrale. Donc, ça va, c'est gentil, hein, c'est gentil pour l'instant. Ça va, tu vois. Ouais. Dans les suites d'une lésion cérébrale, tu as dans le cerveau des zones qui s'occupent du langage. Et par exemple, après un AVC, ces zones peuvent être endommagées. Et donc, tu peux avoir des difficultés soit pour t'exprimer, soit pour comprendre, soit les deux, à l'oral et ou à l'écrit. Et forcément, tu le vois bien dans nos sociétés, on a besoin de communiquer. On a de plus en plus besoin de communiquer à l'oral ou par écrit. Tu arrives au guichet à la SNCF pour prendre ton billet, en fait, tu n'as plus personne pour essayer de comprendre le langage non verbal. Donc, tu es obligé de passer soit par l'oral, soit par l'écrit, au répondeur ou directement sur des machines. Et donc, imagine quelqu'un qui soit ne trouve plus ses mots, soit a des troubles de compréhension. On voit aisément que, déjà, on comprend aisément que ça impacte la qualité de vie, mais là, on voit aisément que ça va aller crescendo et que c'est de pire en pire, en fait, avec nos sociétés qui ont besoin de ces... Enfin, nous, on a besoin de ces compétences-là de communication, et les patients qui en souffrent, c'est terrible. C'est hyper impactant. Ouais. Ok. Ouais. Alors, on va continuer, nous aussi, dans le crescendo, avec la deuxième sauce. On passe à 5000 sur l'échelle de Scoville. Tu vas voir, ça reste toujours sympathique. C'est pêche et sirop d'érable. Et alors, tu vas voir que on va avancer dans les sauces et il va se passer un truc un petit peu marrant. C'est que pour répondre à la douleur, notre corps il va se mettre à sécréter des endorphines. Cette endorphine, elle va avoir un effet un peu euphorisant. On va pouvoir un peu parler vrai, tu vois, avec cet effet euphorisant. Pas de soucis pour parler vrai, mais j'aurais peut-être plus de soucis pour parler
bien. Ouais, c'est ça, pour parler en articulant correctement. C'est bon ça. Ouais, c'est cool. C'est sucré, c'est sympa. Mm. Alors, tu as parlé d'aires, de zones du cerveau qui étaient abîmées. Forcément, ça fait penser aux aires du langage de Broca, hein, qui est écrit au 19e siècle. Et déjà à cette époque, il est un petit peu en conflit avec les médecins holistes qui disent c'est pas franchement que des aires, c'est plutôt des réseaux, des grandes zones qui communiquent. Aujourd'hui, on est en 2024. Est-ce que le débat, il est encore existant ou est-ce qu'on a avancé? Alors, il y a tout un réseau impliqué dans le langage. Il y a quand même une localisation forte des zones cérébrales impliquées dans le langage à gauche, clairement. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien à droite. On en débattait il n'y a pas longtemps, là, on avait un congrès spécifique de l'aphasie. Il y a, notamment dans la récupération, une implication de ce côté droit, on ne sait pas tout à fait... Enfin, ça peut être bénéfique, trop d'implication, ça peut refléter quelque chose qui plutôt de mauvais signes, enfin bref. Ce qui est sûr, c'est quelque chose d'assez élargi, mais avec des centres très localisés, des zones bien précises, bien localisées. Donc oui, c'est plus un réseau. Il y a dans ce réseau peut-être des nœuds un peu cruciaux, on va dire. Et alors moi, il y a quelque chose qui m'intéresse énormément, et je pense que c'est quelque chose qui... On raisonne très souvent en 3 dimensions et pas en 4. Et il ne faut pas oublier que, certes, il y a des zones qui sont un peu cruciales en 3 dimensions dans notre cerveau, parce que ça, c'est fascinant. On se dit, ah tiens, c'est cette zone qui correspond. Mais en fait, il y a aussi toute une dynamique temporelle d'activation. Et donc, finalement, ça a été peut-être moins exploré au début, parce qu'on n'avait pas les moyens d'explorer cette temporalité. Et ça l'est de plus en plus, et on se rend compte que c'est assez utile aussi dans la prise en charge, notamment pour ce dont on parlait tout à l'heure, l'utilisation peut-être de ce signal électrique du cerveau pour peut-être soit faire des interfaces cerveau-ordinateur, soit booster un peu certains trucs de rééducation. Donc voilà, cette temporalité-là, elle est géniale aussi. Donc il y a certains moments qui sont cruciaux pour certains processus du langage. Quand tu cherches le mot, quand tu cherches la forme du mot, donc les syllabes, etc. Ouais. Ça, c'est pas la même temporalité exactement, donc ça, c'est top. Voilà. Ok, donc finalement, ça va encore plus loin que cette histoire de réseau, quoi. C'est des réseaux et de la temporalité avec des zones bastions. Exactement, il y a tout un réseau. Tu as toute une communauté scientifique qui va travailler sur l'exploration comme ça, en 3D, avec l'imagerie, la neuroimagerie, parce qu'en IRM fonctionnel, notamment, ou même en IRM standard anatomique, on voit très très bien le cerveau, on a une très très bonne résolution spatiale, mais une très mauvaise résolution temporelle. En IRM fonctionnel, tu vois des processus, la résolution temporelle c'est de l'ordre de une seconde, 2 secondes. Et ça va beaucoup plus vite. Quand on parle, oui. Et oui. Et donc, pour ça, il faut utiliser d'autres moyens, de l'électrophysiologie notamment. Donc, on enregistre l'activité électrique du cerveau avec des casques. Voilà. Et on pourrait même aller l'enregistrer in situ. Alors, c'est fait parfois chez certains patients, notamment qui souffrent d'épilepsie. Okay. Tu vois, on peut aller enregistrer l'activité électrique du cerveau in situ quand... les zones qui sont épileptogènes, qui sont source de ces crises d'épilepsie, sont très profondes et qu'on ne peut pas les capter à la surface. Et puis on en profite pour enregistrer d'autres signaux qui correspondent au langage, etc. Et donc ça donne une très bonne résolution temporelle pour le coup, parce qu'on voit de manière assez précise les différents processus au niveau du cerveau de manière temporelle. Il ne faut pas oublier cette 4e dimension. Enfin, voilà, ça fait partie des travaux qui m'intéressent de plus en plus. Donc, voilà. C'est hyper intéressant et je me rends compte à discuter avec toi que je n'y connaissais vraiment pas grand-chose en aphasie. On va passer maintenant à la 3e sauce. Ouais. 15 000 Scoville avec des petites notes de tomates grillées, d'oignons. J'espère que ça va continuer à être sympa. Tu vois, ouais, là, pour l'instant, c'est vraiment... Elles sont chouettes. Hein. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon. Je dirais peut-être pas ça tout à l'heure. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Allez, c'est parti. Ouais. Alors, je prends mes notes pour parler, pour te poser cette question parce que je suis pas du tout, moi, hispanophone. Et en fait, tu as été invité au Mexique où tu as parlé dans une conférence qui s'appelle El desafío de la estimulación cerebral no invasiva personalizada, el ejemplo de la RTMS en la rehabilitación de pacientes con afasia.
Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Moi, j'ai fait Non, allemand ouais. LV1. De quoi ça cause? Tu as fait les mêmes études que moi. Tu connais l'evidence-based medicine. Ouais. C'est la médecine basée sur les preuves. Tu sais combien c'est important. Tu sais que ça a révolutionné la médecine ces 30 ou 40 dernières années. Ça a Ouais. commencé vraiment dans les années 90. Et la base de ça, ce sont des essais thérapeutiques où tu prends deux groupes, un avec le traitement, un avec le placebo, tu compares, etc. etc. Donc, le seul truc, c'est que quand tu as tes patients en face de toi, quand tu as un patient en face de toi, tu n'as qu'un seul patient. Ouais. Tu n'as pas un groupe de 1500, tu as une seule personne. Et il se trouve que, par exemple, dans ton groupe de 1500, tu en as qui vont beaucoup bénéficier d'un traitement, d'autres un peu moins, d'autres pas trop, mais tu as un effet significatif sur tout le groupe, puis il y en a, en fait, soit qui vont beaucoup en profiter, soit qui vont pas en profiter. Et au contraire, dans certaines études, tu n'as pas d'effet significatif, Alors que. alors que tu as 2, 3, 4 personnes qui, en fait, vont tirer bénéfice d'eux. Et ces facteurs individuels, ils sont passionnants à explorer, je trouve, parce que ça amène à individualiser la prise en charge. Et je pense que on est en train de prendre un tournant sur la médecine. Après avoir eu la révolution de l'evidence-based medicine, la prochaine étape, c'est, en gardant ça, arriver à individualiser la prise en charge pour le bon traitement, au bon patient, au bon moment. Parce que, pareil, pour un même patient, ça peut changer en fonction de différents facteurs. Et donc, pour en revenir sur l'aphasie, l'idée était de... Alors là, tu vois, j'ai présenté des travaux qu'on a réalisés avec ma doctorante et puis qu'on fait à l'hôpital sur la stimulation magnétique transcrânienne. Donc on vient moduler l'activité électrique du cerveau dont on parlait avant, dans certaines zones précises des réseaux du langage, en faisant des stimulations magnétiques. Donc on envoie avec une bobine une impulsion magnétique, ça entraîne une modification électrique du cerveau à certaines zones, et puis on envoie à une certaine fréquence, et ça permet de modifier, moduler un peu l'activité électrique, et quand tu touches au réseau impliqué dans le langage, pour les patients qui souffrent d'aphasie, ça permet d'améliorer les symptômes. C'est bien reconnu maintenant, et c'est dans les recommandations de la HAS. Tu vois, Ok. il y a 2 ans, la recommandation de la HAS a été actualisée, et elle a proposé avec le plus haut niveau de preuve de la RTMS. Donc, top. Le seul truc, c'est que, où vraiment cibler pour un patient, étant donné que chaque patient a une lésion différente, et puis que surtout dans notre cerveau, on a quand même une organisation, même si tu as des traits communs, on a une organisation qui nous est spécifique et qui nous est propre. Ouais. Où stimuler, à quel moment, quand précisément, ça reste un peu à définir. Et donc l'idée, c'est pouvoir identifier certains facteurs pour essayer d'aller cibler la meilleure zone du cerveau, stimuler la meilleure zone du cerveau et entraîner les meilleurs effets pour le patient. Tu vois, parfois ça marche pas, mais est-ce que ça marche pas parce que ça doit pas marcher, ou est-ce que ça marche pas parce que on pourrait avoir des meilleurs résultats sur une autre zone, qu'on pourrait avoir des meilleurs résultats avec un autre type de stimulation. Et ça, y a besoin de l'explorer à un niveau individuel. Et tu vois, après la révolution de l'evidence-based medicine, des essais thérapeutiques où on prenait 1500 personnes d'un côté, 1500 personnes de l'autre, il y a d'autres méthodologies qui sortent. Ouais, qui sortent et qui sont mises en avant. C'est notamment la méthodologie, ce qu'on appelle SCED, Single Case Experimental Design. Donc en fait, tu prends un patient, un petit groupe de patients, 1, 2, 3, et tu les testes à plusieurs reprises. Tu vois, un peu comme nous, on a 10 nuggets, et tu peux comparer ce qui se passe sur ce qu'on appelle la ligne de base avant un traitement. Donc là, sur les 5 premiers, tu vois. Et puis ensuite, tu compares comment ça évolue sur les 5 suivants. Et je suis à peu près persuadé que là, il n'y aura pas les mêmes résultats que là. Mais tu pourras comparer parce que tu auras quelque chose de stable. Et finalement, le patient devient son propre témoin. Et derrière, tu peux explorer des facteurs individuels comme ça. Et ça, c'est assez intéressant. Donc finalement, ça reste de l'evidence-based, mais qui est plus de l'evidence-based pour tout le monde, c'est de l'evidence-based où tu vas faire de l'individualisé, de la médecine individuelle. Exactement. Et quand on prend un patient en charge, on en a un seul en face de nous. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un enjeu à évoluer et repenser les choses. Très intéressant. On continue avec C'est la parti. 4e, une bouteille que tu as certainement reconnue. Oui, ça c'est bon. Le fameux Tabasco, sauf que c'est le Tabasco un peu plus fort que le Tabasco classique. D'accord. On va voir comment ça va se passer. On est à 40 000 sur l'échelle de Scoville. Vraiment, là, ça commence à être... Voilà, c'est-à-dire, si ça te gratte les yeux, évite de gratter, tu vois, avec la main qui touche le nugget. Normal.
On le sent plus. On le sent plus. Ouais. Aujourd'hui, Bertrand, du coup, toi, t'es médecin, t'es professeur d'université. C'est pas l'aboutissement d'une carrière, parce qu'il y a encore plein d'années à faire, mais c'est un beau marqueur. Tes études de médecine, elles ont commencé il y a plein d'années. Qu'est-ce qui te motive, toi, à faire de la médecine initialement? Je crois que ça a commencé, j'avais 3 ans et j'ai dit à mes parents, je vais être docteur, comme ça je vous soignerai et vous mourrez pas. C'était mignon. C'est chou. C'est mignon, mais ça n'a jamais changé en fait. Je me voyais pas faire autre chose, donc ça c'était, ça c'est la première des choses. Et puis ensuite, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Je sais pas, enfin, je trouve que c'est un métier passionnant. Ouais. T'apportes à l'autre, l'autre t'apporte tout autant. Aujourd'hui, c'est toujours les choses qui t'animent ou c'est ta manière de faire du soin, tu vois, de pourquoi je fais du soin, ça a évolué? Alors j'ai bien compris que je pourrais pas empêcher en les soignant mes parents de mourir, mais Ouais. voilà, ça j'ai quand même intégré. Mais non, c'est toujours, je prends toujours autant de plaisir à voir les patients. Parce que même si ensuite, comme tu l'as dit, on est amené dans ce type de carrière universitaire à faire de la recherche, on reste médecin avant tout et voir les patients, c'est quand même un vrai régal parce que tu essaies de leur apporter. Parfois, c'est pas grand-chose, parfois, c'est quelques mots, parfois, c'est des soins, parfois, tu les vois s'améliorer. Non, je prends toujours autant de plaisir. Clairement, c'est cool, quoi. Ça, c'est quand même. Ouais. On va voir si tu prends toujours autant de plaisir avec la cinquième Ouais. sauce. La cinquième sauce qui s'appelle chaleur bélisienne. Ah, C'est mignon. c'est mignon. Elle est plus épaisse, celle-là. Qui a des petits goûts de carotte. Ok. J'aime bien, tu vois, ces sauces piquantes parce que vraiment, on sent qu'elles n'ont pas toutes le même goût. Je trouve ça assez agréable. Ouais, je Elles pense sont qu'à la fin, on parfumées. pourra plus distinguer trop, je Je sais crois. pas. T'as fait ta thèse d'exercice, toi, Bertrand, sur un sujet qui était les effets de l'intégration audiovisuelle sur le système moteur dans la perception du langage. Et en 2012, quelques années avant, tu coécris avec Gilles Rode, qui est patron de MPR aux hôpitaux civils de Lyon, un article qui en français s'appelle Obstruction de l'intestin grêle par le syndrome de l'artère mésentérique supérieure, un diagnostic à connaître après un séjour en soins intensifs. Est-ce que tu peux m'expliquer comment un interne qui prépare une thèse sur du langage publie avec un PU qui fait du cognitif un truc sur un papier sur le syndrome de... Ah, c'est un patient qu'on a eu. C'est juste des case reports, tu vois. Ok. Et donc, forcément, on fait pas que du langage quand on soigne des patients, parce qu'ils ont plein de trucs. Et c'était l'occasion de... Ça, c'est des petites chasses diagnostiques de temps en temps. Donc, t'es amené... tu vois, mon tout premier papier, moi qui ai fait du langage et de la neuroscience, mon tout premier papier, j'étais interne en neuro, et je l'ai publié avec Denis Malvy, qui est infectiologue et qui fait de la médecine tropicale. Ouais. Et c'était sur une parasitose ultra rare, et donc c'était de la parasito. C'était un jeune homme qui a eu un parasite, tu vois, dans le sud-ouest de la France, alors Ok. qu'il n'avait pas voyagé, et qui nous a certifié pas avoir voyagé, et un truc que tu retrouves qu'ailleurs dans le monde, et pas dans le sud-ouest de la France. Donc, parfois, tu as des case reports, et puis c'est pas parce que, je fais de la neurologie ou du langage qu'on peut pas publier autre chose. Ok, Voilà. donc c'est intéressant, et puis banco, Bah on y ouais. va quoi. Ouais, Ok, ouais. hyper chouette. Continuons. La carotte, tu l'avais sentie un peu? Ouais, Moi je crois que je l'avais, je suis pas sûr. Peut-être je me dis que je l'avais. Ouais, c'est ça. parce pense que, tu sais, je le sais. On reconstruit, c'est ça. Exactement. Celle-là, on passe à 70 000 sur l'échelle de Scoville, avec des goûts d'ail. Allez, on va voir si on le retrouve. Allez, Aïe, aïe, aïe. on part sur la deuxième moitié. C'est parti. 70 70 000, ouais. Un coup pour l'instant, ça va. Il fait encore pas trop chaud dans le studio, ça va. Non, ça va. On a parlé de tes casquettes de clinicien, un petit peu de chercheur. Tu es enseignant aussi. Aujourd'hui, dans l'enseignement en médecine, personne n'est passé à côté d'un chiffre alarmant. Il y a 1500 internes qui n'ont pas pris leur poste l'année dernière parce que la réforme, parce que une perte de sens, parce que plein de raisons. Toi, tu es au contact direct des étudiants au quotidien. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ou est-ce que finalement, tu vois, on a des médias qui nous montrent des situations un peu en épingle? Ça a demandé beaucoup de travail aux enseignants, sans moyens supplémentaires, bien évidemment. C'est difficile à organiser au niveau des facs. C'est hyper difficile à vivre pour les étudiants
Ce qui est bien logique. Avant d'être enseignant, j'ai été étudiant. Et je peux te dire qu'à chaque changement, on sait bien, ça C'est nous la merde. stresse. On a l'impression qu'on va être la génération, entre guillemets, sacrifiée Sacrifiée, ou ouais. test, etc. Et c'est hyper stressant. Et il n'y a rien de plus inconfortable que d'être dans un petit sentiment d'incertitude pour les étudiants. Parce que le but, c'est d'avoir les examens. Et donc pour ça, tu lèves toute incertitude en bossant, surtout en médecine où c'est très sélectif. Il y a des réformes qui, sur un plan théorique, étaient peut-être assez intéressantes, notamment la réforme du premier cycle, là, le fait d'avoir plusieurs profils, Ouais. d'élargir, etc. Ouais. Sur un plan pratique, en fait. C'est catastrophique. C'est dur. Ouais, c'est dur. C'est dur à mettre en place, c'est dur pour les étudiants. Et on se dit, peut-être ça a été trop vite ou peut-être ça. Enfin, je sais pas. En tout cas, toi, tu dis pas les jeunes se désinvestissent de la médecine. C'est pas ça. C'est les réformes qui sont compliquées, qui sont rapides, qui sont nombreuses. Alors, les jeunes se désinvestissent de la médecine ou pas, je sais pas. C'est une réflexion au-delà, si tu veux. On voit bien que la manière dont on pratique la médecine, nous, est déjà bien différente de la manière dont pratiquait la médecine, enfin, Ouais, la de manière des nos pères, parents, de nos parents, enfin, de nos patrons, de pratiquer la médecine, et de leurs patrons aussi, encore. Mais ça, c'est normal, c'est l'évolution de la société, c'est l'évolution des métiers, enfin, c'est pas la même. Mais l'approche est un peu, ouais, les choix, l'approche est un peu, ouais. Est-ce qu'elle est? Ouais, c'est ça a changé. Ok. Mais c'est pas parce que ça a changé que ça a changé en moins bien ou en mieux, c'est tout, ça a changé, c'est tout. Ça a changé. Voilà, l'hôpital a changé, la manière de prendre en charge a changé, la société a changé, les piments ont changé. Nous, tout a d'ailleurs, changé, on va changer de piment et on se rapproche dangereusement des 100 000. Ouais. 90 000 sur l'échelle de Scoville pour une sauce qui doit avoir des goûts. Oula, elle est super liquide. Plutôt orientaux, gingembre. On va voir vers quoi on se dirige. Moi, je commence à avoir une rémanence, tu sais, là. Ouais, le truc qui reste. Entre les nuggets, ça partait. Là, Je vais ça juste partait. boire un peu d'eau parce que j'ai soif. Mais Ouais. pas parce que ça pique, Non, mais parce que j'ai soif. c'est pas le piment. Bon, allez, c'est parti. Alors, les titres en anglais me demandent toujours de prendre mes notes. En 2015, tu coécris avec Pierre-Alain Joseph, qui est un grand bonhomme de la rééducation en France, Oh oui. un papier qui s'appelle Music, From Shiver to Functional Cerebral Processes and Rehabilitation. La musique depuis les frissons jusqu'au processus de réhabilitation. Est-ce que c'est un papier un peu particulier pour toi? La musique, ça a quelque chose de particulier pour moi, de base. Et il n'est pas exclu que, au fur et à mesure de ma carrière, ce soit un domaine que j'explore sur le plan de la recherche, un peu plus. Musique, cerveau, musique et langage. Je joue de la musique, j'adore ça. Ça fait partie de la vie, mais je pense qu'au-delà de faire partie de ma vie, ça fait partie de l'homme. C'est-à-dire que si tu regardes, de tout temps, les premiers instruments de musique, on les retrouve dans les grottes préhistoriques il y a plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'années. Les mecs n'avaient pas le chauffage, n'avaient pas l'eau courante, mais ils avaient des instruments de musique. Exactement. Donc c'est quelque chose qui fait partie de nous, au même titre que le langage, au même titre ensuite que la motricité ou autre. Et c'est juste l'occasion de réunir une passion personnelle avec le travail. Donc, ouais. Donc, puis ensuite, avec Pierre-Alain, on avait beaucoup de... C'était un amateur de musique aussi. Il n'en jouait pas, mais c'était un amateur de musique. Et on avait toujours des grands débats passionnés sur ça. Enfin, voilà. Mais là, ouais, ça fait partie de l'homme. Faut pas se leurrer. Ça fait partie de notre cerveau. On continue, et là on va faire un super gros saut. Ouais. On va vers une sauce qui a été élue en 2021 meilleure sauce du monde. Ok. Par contre, elle est à 500 000 sur l'échelle de Scoville. Là, on prend... Ouh la vache, elle est sirupeuse, goudronneuse, je sais pas trop comment faut dire. Là, ça va faire mal. Là, c'est possible qu'il se passe un truc, ouais. Je sais pas quelle dose il faut en mettre, je suis pas expert. Écoute. Bon, allez, c'est parti. Chacun ses bêtises. Hein. Allez. Il faut en mettre beaucoup, tu penses? Non, je pense pas. Tu penses pas? Il faut ce qu'il faut quand même. Il faut ce qu'il faut. Voilà. Faut que ça ait du goût. Faut que ça ait du goût, surtout si c'est la meilleure sauce du monde. Enfin, il y a 2 ans. Il s'est passé 2 ans, mais 3. 3, voilà. Elle arrive à retardement. C'est vrai? Ouais. Sur Internet, on trouve Bertrand Glise, l'enseignant. On trouve Bertrand Glise, le chercheur. On trouve Bertrand Glise, le contrebassiste. Ok. Ouais. Il y en a Il y a un... des trucs sur Internet Ouais, il y a un peu des trucs. Mais il y a un Ok. mec qu'on trouve pas sur Internet. C'est Bertrand Glise de la fanfare L'Ostéoporos. Bertrand Glise, Le sous-bassophoniste. Bertrand Glise de ses années de fac. Il est comment, Bertrand Glise de ses années de fac? Bon, il est toujours là parce qu'il est toujours à la fac. C'est le même?
Oui et non, on a grandi, on a vieilli, on fait toujours autant de bêtises, la preuve. On mange du piment. Tous les copains qu'on a croisés à la fac, avec qui on a rigolé, en fait, c'est au-delà de ça. On aime rigoler, on aime profiter de la vie, on aime jouer de la musique. Donc oui, on s'est assagi un peu avec le temps. Mais on continue dans la même veine. Exactement, voilà. Et il faut que m'y remette un petit peu plus à la fanfare, là, définitivement. C'est marrant, la fanfare. Hein. Moi, tu vois, de l'extérieur, je trouve ça très drôle. Ouais, ça apporte un truc. T'arrives dans un endroit, t'as une fanfare, t'as tout le monde qui danse, qui se met à... Je joue d'autres musiques, on joue du jazz et tout, mais là, vraiment, avec la fanfare, t'arrives, ça apporte une énergie. C'est une énergie, voilà. Une énergie qui te nourrit personnellement et puis qui... Enfin, voilà, ça apporte de la joie de vivre et une énergie, c'est génial. De l'énergie, du punch. Et on aura probablement ici... On passe un tout petit poil au-dessus à 600 000 Scoville. On est censé retrouver... Oh, là, ça commence à taper. Hein. Je sais pas toi, mais... Il fait chaud. Ouais. Il fait chaud. On commence à... Alors, on doit avoir normalement un petit peu de banane, un petit peu de gingembre. Non, y a tu vois, ça doit être pas un trop peu... sentir, là. C'est pour les... Ouais. Alors, tu m'as dit que tu avais commencé à avoir envie de faire de la médecine à 3 ans. Ça devient difficile d'articuler, de mettre toutes les pensées. Ah si, la banane, on l'a bien. Ouais, c'est vrai. Ah oui, ouais. Donc, tu veux faire de la médecine à 3 ans. Ouais. Tu le développes dans ton enfance. Si tu avais la possibilité de voir Bertrand Glise de ton enfance et lui dire un truc, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Fais pas cette émission de merde. Ce serait pas par rapport à la médecine, ce serait... continue le solfège, ça peut te servir parce que je sais pas lire la musique et tu vois, je fais beaucoup de musique, mais je fais beaucoup à l'oreille et je suis parfois un peu. Je me sens limité. Ah, il fait chaud, hein. Je me sens limité parfois quand je vois certains qui prennent une partition, qui jouent au piano. Bah moi, je prends une partition, je joue pas au piano, j'ai du mal. Donc, par contre, tu me donnes des grilles de jazz. Tu sais faire. Oui, je sais faire et puis à l'oreille, je sais faire, mais. Voilà, je lui dirais ça. Donc tu vois, rien à voir avec la médecine. Ensuite, je lui dirais, ouais, bah continue, t'as envie de faire médecine, continue, parce que tu vas voir, tu vas t'éclater plus tard. Ça va être marrant. Et c'est cool, et j'adore mon métier. Voilà, et je changerai pas pour rien au monde. On va voir si ça va t'éclater. Autant. La 10e sauce, moi j'ai pris un tir sur celle-là. C'est vrai, non, elle est... c'est chaud, quoi. Ouais, c'est chaud, ouais. La 10e sauce, qui pour le coup a juste le goût de piment. Le seul ingrédient, c'est piment et vinaigre. Elle est à 1 million de Scoville. Donc on refait un gap aussi. Ah ben on passe de 600 à 1 million. Je vais prendre un peu d'eau. Ouais. Allez, je prends de l'avance, comme ça je pourrais te poser ma question le temps que tu manges ton nuggets. Ça sera parfait. Bonne chance. Parce qu'il fait chaud. Ouais, bonne chance. Alors, faut bien tremper quand même. Faut jouer le jeu. Tu m'as dit il faut jouer le jeu, alors on va jouer le jeu. Ah bah ok. Hop. Et une grande bouchée. Une grande bouchée. Ah, Ça va diluer le piment, c'est bien, c'est intéressant. ouais. Aujourd'hui, on est dans une société qui est un petit peu curieuse, qui ne prend pas forcément les bonnes trajectoires de santé. On voit qu'il y a de plus en plus de maladies chroniques qui arrivent, des maladies évitables qui sont en lien avec le tabac, l'obésité, tout plein de comportements de santé. Toi, de ton point de vue, d'enseignant-chercheur hospitalier, si tu avais 3 trucs, 3 conseils, allez, tape, hein. Ouais. Si tu avais 3 conseils à donner aux gens qui nous écoutent, aux gens qui nous regardent, pour essayer de faire mieux sur la trajectoire de santé publique dans les 20 prochaines années, tu leur dirais quoi? Chaud. Alors je vais pas avoir la prétention de vouloir refaire toute la santé publique avec des mecs qui réfléchissent depuis un petit bout de temps. Mais sans aller refaire de la santé publique, tu vois. Tes conseils à toi, tu vois. Et ouais, mais écoute, il faut en profiter du piment et du vinaigre, non? Ouais. Ça fait de la chantilly aussi. Et non, mais je vais pas faire mieux que les gens qui réfléchissent. Je pense qu'il y a à la fois des éléments individuels et collectifs à changer et à revoir. Individuellement, tu vois, tu parlais de maladies cardiovasculaires, etc. On peut faire des petites choses pour lutter contre au quotidien. C'est dur. C'est compliqué. Hein. C'est dur. Et par exemple, quand tu dois monter au premier ou deuxième étage, pourquoi prendre l'ascenseur? Ouais. Voilà. Mais collectivement, on pourrait aussi imaginer
des ascenseurs qui ne s'arrêtent pas au premier ou au deuxième, sauf pour des gens qui sont en situation de handicap et ouais. Exactement. Ou des ascenseurs qui vont plus lentement au premier et au deuxième et qui, au final, font que tu vas passer autant de temps dans l'ascenseur que dans les escaliers et qui s'accélèrent après. On sait faire ça. Ouais. Et tu vois, c'est à la fois penser de manière individuelle et aussi penser de manière collective. Ça, faut un peu de volonté et personnelle et collective. Il faut... c'est difficile de parler parce qu'en fait, la langue, quand elle bouge, tu la sens plus, quoi. Là, elle a juste disparu. Elle a disparu de la bouche, la langue. Et donc... Donc les ascenseurs, ok. Ouais, bah, pas que les ascenseurs, non, c'est une réflexion globale. Okay. C'est une réflexion globale. Tu vois, tu peux promouvoir l'activité physique. Ouais. À un niveau individuel, tu peux faire les efforts pour faire ton activité physique, repenser ta vie et favoriser l'activité physique. C'est difficile à articuler. Et à un niveau collectif, tu peux aussi inciter, favoriser l'activité physique. C'est bon pour tout, l'activité physique, on le sait bien. Hein, c'est bon pour les maladies cardiovasculaires, mais pas que. Hein, ça prévient même les démences, hein, l'activité physique. Ouais, ça prévient les cancers, ça prévient les tout. maladies chroniques. Enfin, c'est. Ouais. On est beaucoup trop sédentaires, alors qu'on marche depuis des milliers d'années, des millions d'années. Donc voilà, c'est pas. Ok. C'est pas bien de passer. Voilà, moi ce que je dirais, c'est ça, considérer les choses à un niveau individuel et à un niveau collectif, pas attendre que le collectif non plus, se reposer les questions au niveau individuel, mais à partir du moment où tu changes ton microcosme, si tout le monde change son microcosme, ça finit par changer le macrocosme. C'est bien ça, voilà. Ça c'est bien, si tout le monde change son individu, tu changes toute la société. Exactement. Putain, c'est chouette. Ben voilà. Merci beaucoup Bertrand, félicitations. Ouais, t'es allé au jusqu'au bout. Ah, ça va. Bien joué. Oh, j'espère que tu regrettes pas, que tu regretteras pas cet après-midi dans ton train. Je m'attendais au lait de coco, mais finalement... Finalement, t'as été très brillant. On en reprend un bout? On en reprend un bout. Allez, on en reprend un bout. Alors, on peut pas te suivre sur les réseaux sociaux. Non. Par contre, on peut te suivre sur PubMed. On peut te suivre dans plein de trucs. Tu fais des conférences. Si jamais vous voulez revoir Bertrand, eh ben, allez à ses conférences, lisez ses articles. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec un nouveau invité, J'arrive plus à parler, c'est affreux. Passez une bonne fin de journée. La deuxième fois, c'est dur, là. La deuxième fois. La deuxième fois, c'est dur. T'en prends un plus gros tic. Et mettez individuellement en place des comportements de santé qui vont faire du bien à vous et à toute la société. Bertrand, merci beaucoup. Je t'en prie. À une prochaine. À plus. Ciao. Ouah, on coupe.